Et si tout ce qu'on vous a appris sur la sécurité de l'Afrique était à côté de la plaque? Imaginez un instant. Et si, au lieu de la vision fataliste qui domine les ondes et les journaux, la réalité africaine était en train de changer, sous nos yeux, dans le silence assourdissant de ceux qui ne veulent pas voir la renaissance d'un continent? En 48 petites heures, 3 villes clés du Sahel ont été reprises. Titao, Arbinda, Koro, des noms devenus le symbole d'une résistance retrouvée. 147 terroristes, neutralisés avec une précision chirurgicale, dans des opérations coordonnées jusque dans les moindres détails. 12 camps ennemis réduits à néant. Des caches d'armes entières, saisies. Plus de 15 000 civils, familles, enfants, anciens, ont retrouvé la lumière après des mois de cauchemars. Imaginez la scène. Des femmes qui, pour la première fois depuis des mois, franchissent le seuil de leur maison sans crainte d'un coup de feu. Des enfants qui, le matin, enfilent leur cartable et reprennent le chemin de l'école. Les marchés, longtemps silencieux, s'animent à nouveau. Les vendeurs, les artisans, les clients s'y croisent, redécouvrant la normalité. Pourtant, ces victoires restent étouffées ou ignorées par les médias occidentaux. Pourquoi? Parce que le récit dominant voudrait que l'Afrique reste dépendante, attendant toujours l'aide extérieure. Les titres parlent de chaos, mais taisent la résilience. Ils évoquent l'instabilité, mais passent sous silence l'organisation, la discipline, le courage dont font preuve des milliers de citoyens. Mais aujourd'hui, un nouveau modèle émerge. La sécurité pensée et portée par des Africains pour les Africains. Les résultats sont là. Là où des années d'interventions étrangères ont échoué, cette approche prouve son efficacité. Cette réalité dérange ceux qui, depuis des décennies, pensent à l'Afrique incapable de se gérer seule. Pourtant, la démonstration est implacable. Ne pas voir ce tournant, c'est prendre le risque de reproduire les erreurs fatales du passé. C'est laisser d'autres décider de notre avenir, perdre notre souveraineté et sacrifier la génération qui vient. L'histoire regorge d'exemples où l'aveuglement des élites a mené à la catastrophe. Pensons à la décolonisation bâclée du Congo en 1960, ou à l'Afghanistan, où la dépendance prolongée aux forces étrangères n'a fait que retarder l'inévitable. Chaque fois, le prix à payer a été immense. Mais qui se cache derrière ce basculement historique? Qui ose défier les schémas imposés et réécrire les règles du jeu? Quels sont les visages, les voix, les mains qui, dans l'ombre et la lumière, bâtissent cette Afrique nouvelle? 9 longues années d'occupation étrangère, des milliards de francs investis, des promesses réitérées. Et pourtant, le terrorisme ne cessait de progresser. Comment le Sahel en est-il arrivé là? Pourquoi tant de souffrances malgré tant de moyens internationaux? Ces questions hantent les familles déplacées, les mères ayant perdu un fils, les enseignants forcés de fermer l'école du village. Face à l'urgence, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont fait un choix inédit, unir leurs forces sous une bannière commune, celle de l'Alliance des États du Sahel. Ce pacte va bien au-delà d'une convention militaire. C'est une rupture historique, un sursaut de souveraineté forgé dans la douleur et l'espoir. Il rappelle la création de l'Union africaine, héritière de l'Organisation de l'Unité africaine, mais va plus loin dans la mutualisation opérationnelle. Pendant près d'une décennie, la région a été le terrain d'opérations étrangères massives, surtout menées par la France et ses alliés occidentaux. Les objectifs affichés semblaient nobles: restaurer la sécurité, stopper l'avancée djihadiste, protéger les populations. Mais la réalité fut amère. Les populations locales, interrogées lors de forums communautaires, disaient souvent ne plus comprendre à qui profitait réellement la présence des soldats étrangers. Malgré des milliards engloutis, le terrorisme s'est enraciné. Les groupes armés ont accru leur emprise. Chaque année, des centaines de milliers de civils supplémentaires passaient sous le joug des djihadistes, forcés à fuir ou à se soumettre. On estime qu'entre 2014 et 2023, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées au Burkina Faso seul, un chiffre qui dépasse la population de nombreux pays insulaires. Ce modèle occidental a dévoilé ses failles, privilégiant la défense d'intérêts étrangers et la pérennité des bases militaires, bien plus que la sécurité des populations africaines.
Les opérations, souvent déconnectées du terrain, étaient perçues comme une nouvelle domination. La dépendance n'a produit ni paix durable, ni dignité retrouvée pour les peuples du Sahel. Un scénario déjà vu, par exemple, lors de la présence soviétique en Angola dans les années 70. Un soutien militaire massif, mais déconnecté des réalités du terrain, qui s'est soldé par des décennies de guerre civile. Devant cet échec patent, l'Alliance des États du Sahel s'est imposée comme une évidence vitale. Elle incarne la volonté de bâtir des réponses enracinées dans la réalité africaine, pensées et conduites par ceux qui connaissent intimement les communautés menacées. Coopération régionale, mutualisation des renseignements, solidarité militaire, telles sont les clés d'une riposte efficace. En partageant l'information et les ressources, le Sahel a suivi le modèle de l'ASEAN en Asie du Sud-Est, qui a su, dans les années 80, mutualiser ses moyens contre la piraterie maritime. Si les dirigeants du Sahel avaient persisté dans la voie de la dépendance, la région aurait sombré chaque année un peu plus. Violence accrue, pertes humaines, exode massif, effondrement du tissu social et économique. Mais en reprenant leur destin en main, les peuples du Sahel brisent le cercle vicieux de l'ingérence et ouvrent la voie à un nouvel horizon. C'est le même choix qu'ont fait en leur temps les Vietnamiens face à l'intervention américaine, ou les Sud-Africains lors de la fin de l'apartheid, une prise en main nationale, coûteuse mais salvatrice. Mais cet élan de renaissance ne s'est pas fait sans obstacle majeur. La mise en place de l'Alliance a immédiatement déclenché des réactions hostiles. Les puissances étrangères ont menacé de suspendre leur aide. Certains partenaires régionaux ont exprimé leurs craintes, tandis que les groupes terroristes redoublèrent d'attaques pour casser la dynamique. Les défis allaient se multiplier et chaque décision allait peser lourd sur le destin du Sahel. En l'espace de 2 jours, les armées africaines ont accompli ce que 9 longues années d'occupation étrangère n'avaient jamais réussi. La libération simultanée de Titao, Arbinda et Koro, 3 bastions du nord jusque-là imprenables. Pour les habitants, c'est l'équivalent d'une libération de Paris en 1944 ou de la reconquête de Mossoul en Irak. L'espoir renaît là où tout semblait perdu. Ce triomphe n'est pas dû au hasard. À l'aube, les forces burkinabè, maliennes et nigériennes ont lancé des assauts parfaitement synchronisés. Des frappes aériennes frappèrent les positions ennemies à la seconde près, pendant que les soldats au sol coupaient toute retraite, encerclant méthodiquement les groupes terroristes. Ce n'est pas la première fois qu'une telle coordination fait la différence. Lors de la guerre du Biafra, c'est l'union de plusieurs brigades nigérianes qui a permis de reprendre la région en 1970. La clé de cette réussite. Une stratégie pensée et pilotée par les Africains eux-mêmes. Chaque mouvement, chaque action répondait à un plan conçu pour déjouer et écraser la résistance adverse. Jamais la coordination n'avait été aussi précise. L'information circulait en temps réel du ciel jusqu'au dernier fantassin. Un scénario rappelant la guerre des 6 jours, où la rapidité et la synchronisation des opérations israéliennes avaient été la clé du succès. Derrière la force, l'intelligence, l'apport des satellites, l'interception des communications ennemies et le réseau d'informateurs locaux ont permis d'identifier caches, itinéraires et chefs terroristes sans laisser de place au hasard. Les renseignements étaient partagés instantanément entre alliés, multipliant l'efficacité des frappes. À titre d'exemple, lors de la prise d'Arbinda, c'est grâce à une information transmise par un berger local, confirmée par un drone, qu'un chef terroriste a pu être capturé vivant. Depuis plusieurs mois, des conseillers russes ont épaulé les états-majors africains. Leur expertise a transformé la doctrine, perfectionné la formation, renforcé la logistique et sécurisé les transmissions. Grâce à cette synergie, chaque unité savait où et quand agir. Chaque véhicule arrivait sans retard. Chaque opération bénéficiait d'un bouclier électronique impénétrable. La coopération militaire n'est pas nouvelle. Dans les années 60, les Cubains avaient formé les forces angolaises pour résister à l'envahisseur sud-africain. Ici, c'est un partenariat technique, pragmatique, qui vise la souveraineté. C'est l'union qui a fait la force. Un commandement unique, une communication renforcée, des ressources mutualisées. Les 3 armées ont agi comme une seule, couvrant des distances immenses, sans faille ni confusion.
Les décisions étaient prises ensemble, validées en temps réel. Le modèle rappelle celui des forces alliées lors du débarquement de Normandie ou l'intégration progressive des armées européennes au sein de l'OTAN. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Près de 150 terroristes neutralisés, une douzaine de camps anéantis, des stocks d'armes saisis et surtout, plus de 15 000 civils enfin libérés de l'enfer. Les pertes alliées sont restées minimes, preuve d'un professionnalisme et d'une préparation inédits. À titre de comparaison, lors des opérations occidentales en Afghanistan, le ratio de pertes était bien moins favorable, preuve qu'une armée enracinée dans la population agit avec plus d'efficacité. Sans cette synergie régionale, sans l'appropriation africaine de la sécurité, la région vivrait encore sous la fragmentation et la peur. Cette victoire est le fruit d'une renaissance collective. Solidarité, expertise, refus de la soumission. L'Afrique vient d'écrire une page nouvelle, comme l'ont fait jadis les Sud-Coréens, qui, après la guerre, ont bâti leur propre système de défense, refusant la dépendance à l'étranger. Mais une fois la poussière retombée, une question cruciale demeure. Comment transformer ce succès militaire en paix durable et en véritable indépendance? L'heure du choix approche, et l'histoire est là pour nous rappeler que la victoire sur le champ de bataille n'est qu'un début. Derrière chaque ville enfin libérée, ce sont des milliers de femmes, d'enfants, d'agriculteurs et de commerçants qui voient leur vie basculer vers la liberté. Ce ne sont plus des chiffres froids, mais des existences bouleversées, qui respirent à nouveau après tant de nuits sous la peur et la contrainte. À Titao, une institutrice, Awa, raconte qu'elle a pu rouvrir sa classe après 6 mois d'exil. « J'ai retrouvé mes élèves, ils ont grandi, mais ils n'ont pas oublié l'alphabet. » Les voix du Sahel résonnent. Une mère, les larmes plein les yeux, serre ses enfants retrouvés après la fuite brutale des terroristes. Des élèves, cartables sur le dos, franchissent à nouveau les portes de l'école, là où le silence régnait. Dans les villages, les paysans retournent vers leurs champs, la machette à la main, avec l'espoir timide de voir renaître la récolte après tant de saisons volées. Ces scènes rappellent les lendemains de guerre en Europe, où la vie a repris malgré les ruines. Les marchés reprennent vie. Marchands et commerçants déplient leurs étals, tandis que les clients affluent, redécouvrant la joie simple de faire ses courses en toute sécurité. Les centres de santé rouvrent, les soignants reviennent. Les premiers vaccins, les premiers soins, reprennent là où tout s'était figé. À Arbinda, une sage-femme dit avoir aidé à la naissance de 3 bébés la première semaine de la reprise du centre. Les mosquées, les églises, les temples se remplissent à nouveau de chants et de prières. La vie communautaire, longtemps amputée, retrouve sa force. Les fêtes de quartier, les mariages, même les funérailles reprennent leur dignité, marquant la fin de l'isolement imposé par la terreur. Ce retour à la normalité, c'est ce qu'ont vécu les populations de Kigali après le génocide ou de Sarajevo après le siège. L'aide humanitaire ne tarde pas. Les convois traversent les routes nouvellement sécurisées, apportant vivres, tentes, médicaments et eau potable. Les ingénieurs évaluent les dégâts, les ouvriers commencent à reconstruire routes, ponts, écoles, dispensaires. À Koro, une nouvelle pompe à eau a déjà été installée, permettant à 500 familles de s'approvisionner sans danger. Les premières pierres d'un nouveau départ sont posées partout où le soleil se lève. La sécurisation devient une priorité absolue. Des patrouilles mixtes veillent, jour et nuit, à prévenir tout retour des groupes armés. Les habitants prennent aussi part à leur propre défense, formant des comités de vigilance et renforçant le sentiment d'appartenance et de responsabilité partagée. Cette implication populaire rappelle le modèle de la défense civile au Mozambique ou celui des gardiens du village au Niger. Peu à peu, le moral longtemps brisé se transforme. Les foules acclament les soldats, désormais perçus comme des libérateurs, des héros du quotidien. Les femmes chantent la victoire sur les places publiques. Les hommes, fiers, racontent comment la peur a cédé la place à la dignité retrouvée. Un vent d'optimisme souffle sur la région. Ce souffle d'optimisme vient balayer le récit occidental.
Ici, l'armée n'est plus un instrument d'oppression, mais le bras du peuple uni. Sur le terrain, la vérité s'impose. La population soutient massivement ses défenseurs, consciente que cette victoire appartient à tous, et non à un pouvoir étranger ou imposé. Les radios locales témoignent de cet enthousiasme, diffusant des chansons composées pour l'occasion. Déjà, l'effet domino se dessine. Dans les régions voisines, le calme renaît. Les déplacés rentrent chez eux. L'activité économique redémarre. Les échanges commerciaux reprennent entre villages et villes, ravivant une dynamique de prospérité partagée. Cela rappelle le redémarrage du commerce entre le Rwanda et l'Ouganda après la fin des hostilités. Mais tout reste fragile. Ne pas consolider cette victoire serait le plus grand danger. La moindre faille ouvrirait la porte à un retour de la violence et du chaos. C'est maintenant que se joue l'avenir, pour ancrer dans la durée cette renaissance africaine. Il faut éviter les erreurs commises en Centrafrique après la victoire de 2013, où l'absence de suivi a permis la résurgence de groupes armés. La victoire ne sera complète que si l'élan actuel se transforme en changement durable. Il faut agir vite, car chaque jour compte pour éviter le retour en arrière. Cela passe par la réintégration des ex-combattants, la relance de l'économie rurale et la réforme des institutions locales. Et si la stratégie sahélienne annonçait l'aube d'une souveraineté nouvelle pour toute l'Afrique? Cette question brûle les lèvres après les victoires fulgurantes remportées par l'Alliance des États du Sahel, guidée par le capitaine Ibrahim Traoré. Ces succès ne sont nullement des hasards. Ils résultent d'une vision africaine, pensée et portée par des Africains pour leur peuple. D'autres régions du continent observent avec attention. Au Mozambique, en Somalie, au Cameroun, des officiers étudient déjà le modèle Sahel. Décryptons les forces de ce modèle. Le premier pilier, c'est le commandement régional unifié. Fini la dépendance à l'étranger, les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger agissent désormais comme un seul corps, coordonnant chaque action avec une efficacité inédite. Cette union permet de mutualiser les ressources, de partager un renseignement affûté et d'atteindre une efficacité tactique jamais vue. Les réunions hebdomadaires du commandement commun sont l'occasion d'ajuster en temps réel les opérations. La formation s'adapte au terrain. Chaque soldat bénéficie d'un entraînement spécifique à la réalité sahélienne. Mieux équipés, mieux préparés, soutenus par une technologie moderne issue de partenariats Sud-Sud, ces soldats échappent désormais à la logique de dépendance imposée par les anciennes puissances coloniales. Des instructeurs venus du Brésil ou de l'Inde apportent leur expertise dans la lutte contre les engins explosifs improvisés. Mais le modèle va plus loin que la simple stratégie militaire. Il s'ancre dans les communautés, les populations locales deviennent partenaires, fournissant informations, soutien logistique et légitimité. Celles et ceux longtemps négligés par les grandes puissances deviennent aujourd'hui les premiers acteurs de leur propre sécurité. Ce changement bouleverse les rapports de force sur le terrain. À Koro, un réseau d'alerte communautaire permet de signaler tout mouvement suspect en moins de 10 minutes. Les faits parlent d'eux-mêmes. La coopération Sud-Sud, l'engagement politique et l'appropriation nationale l'emportent sur les interventions étrangères qui, durant plus de 10 années, n'ont pu ramener la paix. Chaque avancée locale devient la preuve éclatante que la souveraineté africaine n'est plus une chimère, mais une réalité concrète. Les observateurs de l'Union africaine saluent déjà ces résultats, y voyant un laboratoire pour le continent. Au cœur de cette réussite, la volonté politique farouche des dirigeants sahéliens de ne plus confier le sort de leur nation à des mains étrangères. Soutenus par leur peuple, ils choisissent l'autonomie réelle, acceptant les risques et refusant la facilité d'une aide extérieure souvent intéressée. Le choix est difficile, mais il rappelle celui de Nkrumah au Ghana ou de Sankara au Burkina Faso dans les années 80. Il y a là des leçons majeures pour tout le continent. Croire en la capacité africaine à définir ses priorités, c'est ouvrir la voie à la dignité retrouvée, au développement, à l'indépendance politique. Contrôler sa propre sécurité, c'est aussi protéger ses ressources et garantir un avenir aux générations à venir. La RDC, le Tchad, même des pays comme le Sénégal, pourraient s'inspirer de cette dynamique. Ignorer ces enseignements, c'est accepter la dépendance,
les interventions étrangères dictées par d'autres intérêts et la perpétuation de la frustration sociale. Les résultats sont là, démontrant qu'un autre chemin africain est non seulement possible, mais vital. Les succès récents de l'Alliance des États du Sahel peuvent servir de catalyseur pour une réforme des politiques de sécurité sur tout le continent. Le modèle sahélien, avec sa coordination régionale, son ancrage local et sa stratégie intégrée, trace la voie d'une renaissance africaine fondée sur la souveraineté, la dignité et le respect des identités nationales. Ce n'est plus un rêve. Chaque pays africain peut désormais choisir de s'en inspirer et de s'en emparer. Les universités africaines commencent déjà à enseigner ce cas comme modèle d'étude en relations internationales. Mais alors, cette dynamique peut-elle vraiment s'étendre au-delà du Sahel? Le reste de l'Afrique est-il prêt à embrasser ce tournant historique? C'est la question qui anime les débats à Addis Abeba, à Lagos, à Nairobi. Certains s'inquiètent des résistances internes, des rivalités politiques, mais d'autres voient là une opportunité unique de refonder le contrat social africain. La sécurité africaine ne se délègue pas. Elle se construit, pas à pas, par la volonté et le courage. Tel est le message crucial de ces victoires militaires inédites. L'Afrique, aujourd'hui, prouve au monde qu'elle détient la clé de sa stabilité et de son renouveau. C'est une révolution silencieuse, mais profonde, qui pourrait inspirer d'autres continents en quête de souveraineté. Trop longtemps, certains médias occidentaux ont imposé des récits réducteurs, masquant nos efforts et nos succès. Reprendre la parole, c'est refuser le silence et l'effacement. C'est briser le cycle où d'autres écrivent de notre histoire à notre place, perpétuant dépendance et fragilité. Les réseaux sociaux africains jouent désormais un rôle clé pour diffuser la vérité, contrecarrant la désinformation. La victoire du capitaine Ibrahim Traoré et de l'Alliance des États du Sahel en est la démonstration éclatante. Plus de 15 000 civils libérés, 3 villes stratégiques reprises, des réseaux terroristes effondrés là où, durant plus de 10 années, des puissances étrangères ont échoué. Ce n'est pas un simple succès local. C'est la preuve, irréfutable, que la souveraineté, la coopération régionale et la connaissance du terrain sont nos meilleures armes. Ce modèle africain doit inspirer et fédérer. Il ne s'agit pas que d'un triomphe militaire, mais d'un acte fondateur. La dignité retrouvée, l'économie sauvegardée, l'espoir transmis aux générations futures. Chacun d'entre nous, sur le continent ou dans la diaspora, a la responsabilité de défendre et d'incarner cette nouvelle vision de la sécurité. Si nous hésitons, si nous restons passifs, nous laissons la porte ouverte à la récupération, aux ingérences et à la perte de nos ressources. Mais si nous nous unissons et faisons entendre cette réalité, alors l'Afrique reprend son destin en main. Refuser la résignation, rejeter les clichés, c'est le devoir de chaque citoyen pour une Afrique forte et souveraine. Ce mouvement ne doit pas s'arrêter aux frontières du Sahel. Il doit résonner partout, inspirer chaque nation, chaque jeunesse qui rêve de paix et d'avenir. L'histoire nous observe. Resterons-nous spectateurs ou deviendrons-nous les artisans de notre propre destin? À vous d'agir, à nous tous d'écrire la suite. L'Afrique a commencé à prouver au monde qu'elle n'a plus besoin d'attendre. Elle construit, elle innove, elle libère. Et c'est ce nouvel horizon, forgé dans le courage et la solidarité, qui doit guider nos pas